Bonjour à toutes et à tous. Je suis Iris Et je suis Céline. et nous Et nous sommes sommes le le Geek Geek Squadron. Squadron. Ce soir, nous accueillons un invité spécial, Sylvain de Game Live et Star Wars en direct. Vous connaissez très certainement plus d'ailleurs sur Star Wars en direct, puisque c'est un des vieux de la vieille, j'ai envie de dire. Salut Sylvain. Salut les filles. Salut. Donc ce soir, on est là pour parler de Alerte Rouge, Turning Red en anglais. Le nouveau film de Pixar, qui est sorti directement sur Disney+. D'ailleurs, ça a fait un petit scandale, le fait que finalement, tous les films Pixar récemment sont sortis uniquement sur Disney+. Oui, la pandémie a bon dos. Alors autant on pouvait comprendre, par exemple pour Luca l'été dernier, autant là, vu qu'ils ont sorti Encanto directement au cinéma en décembre, c'était un peu incompréhensible de le faire sortir que sur une plateforme de VOD finalement. Oui, on a vraiment un changement de traitement entre les films Disney et les films Pixar, alors que, comme tu disais, en même temps que Luca, il y avait à peu près Raya, et il était sorti directement sur Disney+. Donc là, on pouvait comprendre que c'était la politique générale sur les animés. Aujourd'hui, comme tu dis, c'est assez incompréhensible. Cela dit, ça nous a permis, contrairement à Encanto, qu'on n'a pas trouvé le temps d'aller voir au cinéma, au moins Turning Red, l'avantage de l'abonnement Disney+, c'est que finalement, on voit ça en famille, chez soi, et que ça coûte beaucoup moins cher qu'une séance de ciné à 4. Il faut être quand même assez honnête. Ah bah c'est sûr qu'une fois qu'on a l'abonnement sur Disney+, c'est plutôt rentable là-dessus. C'est sans doute pour ça que Turning Red est sorti sur Disney+, et que les Pixar ont profité de la pandémie pour sortir essentiellement sur Disney+, alors que d'autres productions animées de Disney ont fait un petit tour au cinéma. Je pense qu'il y a une grosse partie de... Si on sort les Pixar uniquement sur Disney+, on va récupérer des abonnements. Je pense que la réponse, elle est à pourquoi il n'est pas sorti au ciné alors qu'il devait sortir au ciné, elle est là. Tu as probablement raison, Sylvain. Alors, Alerte Rouge, Turning Red, de quoi ça parle ? Alors, c'est c'est un peu le serpent de mer. Finalement, ce qui est Turning Red, ça raconte quelques jours dans la vie de Maylin, une jeune fille qui vit au Canada, qui vient d'avoir 13 ans, donc qui est dans l'équivalent fin de collège pour nous en France, et qui découvre les joies de la puberté, on va dire. C'est le pitch, on va dire, principal de ce film, qui se fait sous forme d'allégorie, puisque Maylin, à ses 13 ans, se transforme en immense panda roux, qui est une sorte de malédiction qui frappe uniquement les femmes de sa famille. Donc, il est difficile de ne pas voir justement l'allégorie finalement de la puberté féminine qui passe notamment par les règles. Turning Red, c'est pas anodin comme titre, justement, c'est très bien d'ailleurs en français d'avoir vraiment gardé ce côté alerte rouge, parce qu'on est en plein dans le rouge, justement au sens propre comme au figuré. Et donc, il va falloir que Maylin, elle apprivoise finalement cette malédiction familiale, et ça va se faire avec l'aide justement des femmes de sa famille. Et il y a le double sens aussi, parce que Turning Red, c'est aussi rougir. Et il y a tout cet aspect aussi sur les émotions. En fait, c'est les émotions fortes qui vont la transformer en panda. Les émotions, les émois, j'ai envie de dire, de l'adolescence, qui provoquent aussi ça. Ce qui est
intéressant, enfin, ce qui m'a attiré déjà en premier lieu dans le film avant de le regarder finalement, c'est d'avoir ce côté, pour une fois on va parler de la puberté, du coming of age, mais d'un point de vue féminin au lieu d'avoir un énième American Pie, j'ai envie de dire, là de pouvoir s'intéresser finalement à qu'est-ce qui se passe dans la tête, dans le corps d'une fille quand elle atteint la puberté et tout ce que ça implique. Et puis après, en voyant le film, moi j'ai énormément ri parce que je sais pas toi Céline, je pense que c'est un peu la même chose, mais j'ai eu l'impression de faire un bond en arrière d'une vingtaine d'années et d'avoir quelqu'un qui décrit mot à mot ma vie telle qu'elle était à l'adolescence, mais en tout cas c'est spot on, quoi. On est en plein dedans. Alors il y a des trucs qui sont des phases par lesquelles on est toutes passées, d'autres qui sont un peu le trait un peu grossi, etc. Mais de manière générale, j'ai quand même trouvé que c'était très très exact de ce que peut vivre une fille à cet âge-là. Le film est très féminin, hein. Il y a toute l'équipe derrière est féminine. C'est une réalisatrice, c'est une productrice, c'est la réalisatrice et aussi scénariste, et il y a une autre co-scénariste. Il y a une chef, ce qu'ils appellent décoratrice, mais en fait c'est la personne qui va donner, c'est un peu l'équivalent du chef de la photographie sur un film. Donc elle va donner le ton, l'empreinte visuelle du film. Et la réalisatrice dit bien qu'elle s'est inspirée un petit peu de sa vie, alors même si elle tournait pas en panda, mais c'est aussi une femme d'origine chinoise qui a vécu aussi avec un lien très fort avec sa mère, et donc elle a voulu retransmettre toute cette phase où on passe d'un attachement complet à ses parents à finalement je m'impose comme un être à part entière totalement, en passant aussi par l'amitié de ses amis, enfin de son petit groupe là, qui fait que ces interactions sociales gagnent aussi en volume sur l'extérieur de la maison, quoi. Toi, Sylvain, ton point de vue de mec sur ce film, de base, qu'est-ce qui, toi, par exemple, t'a donné envie d'aller le voir? Qu'est-ce qui a été le truc d'accroche, en fait? Alors, ce qui m'a donné envie de voir, c'était l'invitation à la projection presse dans un cinéma de Disney. C'est cool. Pour ça, moi, je l'ai vu au cinéma. Mais j'allais te dire, oui, toi, tu l'as vu au cinéma. Je l'ai vu au cinéma. Et alors, effectivement, c'est vrai, je suis un homme blanc, hétérosexuel de 40 ans. Et Alerte Rouge est pour moi le meilleur Pixar qu'on ait vu depuis, Les Indestructibles 2. J'ai pas arrêté de me marrer. Bien qu'a priori je ne sois pas spécialement concerné par l'adolescence des petites filles, mais j'ai adoré. J'ai pas arrêté de me marrer. Tous les thèmes qui sont abordés, justement la relation mère-fille, mais en plus la relation mère-fille, pas uniquement entre la fille adolescente et la mère adulte, mais aussi entre la mère et la grand-mère. C'est vrai. Les relations familiales, finalement les secrets familiaux, et puis les relations avec ses amis. Et oui, c'est comme la première fois, ça doit être la première fois où je vois un dessin animé où tu as des serviettes hygiéniques par centaines affichées à l'écran. Il y a effectivement toute la transformation en pandarou et surtout le premier dialogue où elle est transformée en pandarou et elle est planquée dans la baignoire à travers le rideau de douche où elle dit « Je suis un monstre » à sa mère et tout ça. Je trouve que ce film est génial. C'est un film à voir
par toute la famille et tout de suite et maintenant. Complètement. Moi, je l'ai vu en famille, donc avec mes enfants, une fille de 6 ans, un garçon de 9 ans. Ils sont pas autant riches que moi, parce que peut-être que ça leur parlait pas autant. Ils sont pas encore passés justement par l'adolescence. Néanmoins, voilà, tout le côté, voilà, la quête de cette maîtrise du pandarou. Ce que tu disais, Sylvain, les relations familiales, etc. Ça leur a parlé. Ils ont beaucoup ri des différentes gags. Voilà, quand Méline, elle essaie de cacher sa queue, puis que d'un coup, pouf, ça ressort, etc. Enfin, voilà, ils ont pas mal apprécié. Je leur ai fait jurer, par contre, de jamais me laisser devenir une mère comme la mère de Méline, hein, parce que là, elle est pleine de bonnes intentions, mais clairement, c'est une mère qui étouffe. Puis le légèrement possessive. Un tout petit peu, hein. Tu sais, le coup de la mère qui débarque avec les fanarts de sa fille devant le caissier là du genre 7-Eleven là. Moi, j'étais morte de honte à la place de Méline. Je dis, elle va pas le faire quand même. Toi, je suis maman, je me mets à sa place. Non, quand même. Moi, c'est quand elle déboule à l'école où j'étais plié sur mon siège. C'est. Il y a ta mère là-bas. Il y a ta mère. Le pire, c'est ça, c'est que c'est les amis qui le voient en premier. Donc, c'est déjà trop tard. Tu peux pas te planquer. C'est quelque part, c'est déchirant. Tu sens que la mère, elle est pleine de bonnes intentions, mais que voilà, ça foire dans les grandes largeurs. Enfin, plus exactement, elle met sa fille encore plus en difficulté. Mal à l'aise, ouais. Voilà. Et pourtant, elle est de bonne composition, Méline, parce que elle aurait pu tout claquer, fuguer, etc. Puis non, elle reste quand même. Elle pardonne à sa maman, qui a pas l'impression d'avoir fait quelque chose de mal d'ailleurs. Mais... Oui, mais c'est toujours comme ça, tu sais, c'est même encore une fois, si je suis un homme, il y a plein de choses dans la relation avec sa mère, avec ses parents en général, que j'ai retrouvées. Oui, choses par lesquelles on est finalement tous passés, l'admiration sans faille que tu as pour tes parents quand t'es gamin, et puis qui un jour explose en vol pour X ou Y raison, et puis tu t'essayes de prendre ton indépendance auprès de tes amis, enfin l'indépendance envers tes parents plutôt, et tu te bases sur tes amis. Les commentaires méchants de tes parents sur tes amis alors qu'ils ne les connaissent pas, tous les petits aussi trips que tu fais sur tel ou tel groupe, tel ou tel machin parce que ça fait flasher. Peu importe finalement qu'on soit une nana ou un mec, ce film parle à tout le monde. Parle à tous les parents, à tous les enfants. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans ce film. Oui, alors que tu vois, les premières critiques qu'on a pu lire sur Alerte Rouge, ça a été non, c'est pas pour les enfants. Enfin, je veux dire, on peut pas parler de ces choses-là avec les enfants. Déjà, t'as envie de dire concrètement, les filles, quand elles ont leur première menstruation, ce sont des enfants. Donc, si elles sont assez âgées pour avoir leurs règles, et les garçons du même âge sont assez âgés pour entendre parler des règles, et de deux, en fait, ça s'adresse quand même aux enfants, même si ce sont des ados, enfin des jeunes ados, parce qu'on est presque, enfin on a la limite entre adolescence et préadolescence, hein, et pas sur les ados, les lycéens de 16-18 ans. Donc si elles sont assez jeunes pour les avoir, c'est que elles sont suffisamment grandes et les gens autour sont suffisamment matures pour pouvoir en entendre parler aussi. Non, c'est pas qu'un truc de meuf. Et c'est vrai que ça a été tout de suite catalogué comme un film de meuf, un film pour les ados, pas pour les enfants. C'est pas un film familial, etc., etc.
Ce à quoi moi j'ai envie de répondre, on s'est tapé pendant des années des films de coming of age, donc comme American Pie dont je parlais tout à l'heure, des trucs qui étaient quand même très male gaze, très basés sur le ressenti des hommes. Et moi à l'époque j'ai beaucoup ri sur le premier, deuxième American Pie, ça me parlait malgré que ce soit des mecs et qu'on parle principalement de masturbation dans une tarte aux pommes quand même. Donc voilà, l'argument de dire ouais mais les gars ils vont pas s'y retrouver, etc. Attends, nous en tant que meufs on se retrouve dans des héros masculins depuis des décennies, donc c'est pas mal aussi d'inverser la vapeur un petit peu et de montrer aussi ce que c'est, parce que c'est facile de dire tata ragnagna machin tout ça, bah ouais, bah regarde la mère de Mayline, la première chose qu'elle fait c'est elle sort la bouillotte et l'ibuprofène. Ouais, c'est le kit de base. Je veux dire, mais rien que ça, tu vois. Le kit de survie en cas de menstruation. C'est bien montré que c'est vrai que c'est pas une partie de plaisir si t'es obligé de dégainer de suite la bouillotte et les antidouleurs. Et ça veut bien dire quelque chose. Ce que j'adore dans cette scène aussi, c'est le père qui se planque discrètement, qui a surtout pas envie de se mêler du sujet. Je trouve que ça montre aussi... quelque part, ça montre la réaction typique, mais en fait, le fait que le film existe, je pense que ça va pousser aussi les familles à en parler en famille, et je trouve ça génial, quoi, justement, de casser cette dynamique-là qui est habituelle, quoi. Ouais, de casser le tabou, surtout faut pas que t'en parles, faut pas qu'on voit. On a toutes planqué les tampons, les serviettes dans la manche de notre pull en allant aux toilettes, au collège, au lycée ou même plus tard à la fac et au taf. Alors que bon, concrètement, c'est une fonction corporelle qu'on ne peut pas contrôler. Si on pouvait contrôler, on ferait en sorte que ça arrive pas, clairement. Et voilà, en fait, une femme dans sa vie va avoir ses règles, quelque chose comme je sais plus, j'avais calculé, j'ai oublié, j'ai plus mes papiers, mais en gros, on va dire de 13 à 55 ans, quoi, on va dire pendant 40 ans. Allez, on va arrondir avec les fois où ça saute un cycle, les grossesses, machin. On va arrondir à 10 fois par an, ou 400 fois par an. Enfin 400 fois dans ta vie, tu multiplies par au minimum 3 jours, mais on va faire une moyenne de 5 parce que c'est entre 3 et 7, et tu te dis que pendant 2000 jours dans sa vie, une femme a saigné, ce qui est quand même assez important, je veux dire, c'est pas juste 3 jours de ci, de là, quoi. Donc c'est un phénomène qui est absolument, je vais pas dire central dans nos vies, mais ça tourne quand même beaucoup autour de ça. Sur les années où on a les règles, si on compte, ça fait 5 jours sur 30, on arrondit encore une fois, ça fait un sixième du temps, quoi. Donc c'est énorme, quoi. Et c'est quelque chose qu'on est obligé. Qu'on s'est senti obligé, c'est quelque chose que la société nous a inculqué de cacher, voilà, il faut pas dire, etc. Tu montres pas que tu es en train de te tordre de douleur, etc., etc. Voilà. Et c'est quelque chose qui est en train de changer. Il y a beaucoup de femmes, enfin pas que des femmes, on va élargir aux personnes menstruées de manière plus globale, qui s'acharnent à déconstruire ces tabous. Le premier étant celui de la publicité, avec cette espèce de sang bleu et les nanas qui sont toutes guillerettes, etc. Ça veut dire, montrez-moi des taches, montrez-moi une meuf qui est tordue de douleur sur son canapé, qui est enroulée dans un plaid à bouffer du chocolat parce que il y a que ça pour remonter le moral. Voilà, ça c'est la réalité. Mais la meuf qui va faire du sport avec sa petite serviette bleutée là, j'ai envie de dire, elle a pas ses règles, la meuf, là. Ou alors, elle a vachement de chance et je la déteste très, très fort. Mais c'est vrai qu'on en parlait en off avant l'émission. Dans la pop culture, c'est hyper rare. Souvent, dans le passage de l'adolescence, tu peux avoir des fois l'achat du premier soutien-gorge, particulièrement si c'est un père célibataire, parce que il y a tout le côté, l'embarras, tatata, je pense. Et il doit y avoir une scène comme ça dans Madame est servie ou ce genre de choses. Mais après, sinon, on parle des règles. Finalement, quand les personnages essayent d'avoir un enfant et que ça ne marche pas. Et puis sinon,
C'est passé sous tabou. Tout, en fait. Quasiment jamais. On avait noté quelques exemples. Alors, le côté on en parle sans en parler, on l'avait noté dans Friends, notamment le fameux épisode du pari, où ça commence parce que Joey est capable de dire ce qu'il y a dans le sac de courses que Rachel a ramené. Et à un moment donné, donc les filles le mettent au défi de deviner plus de choses. Et Chandler murmure un truc à l'oreille de Joey qui dit « Ah non, ça pas avant encore quelques jours. » Voilà, on est dans un truc un peu, ça reste tabou, on en parle sans en parler. Moi, j'avais noté, par exemple, dans Grey's Anatomy, dans la saison 1 ou 2, donc quand quasiment tous les personnages principaux, Meredith, comment Izzy et George vivent ensemble en coloc, George refuse d'acheter aux filles les protections féminines dont elles ont besoin quand c'est son tour de faire des courses. Parce que tu comprends, c'est un homme et acheter des protections périodiques, ça serait une atteinte à sa virilité. Voilà. Et le problème, c'est quand tu lis des témoignages sur les réseaux sociaux, dans des articles, etc., tu te rends compte en fait que c'est quelque chose d'assez fréquent, que les maris, les petits copains, les frères refusent d'acheter à leurs compagnes, leurs femmes, leurs sœurs, leur mère des protections féminines parce que tu comprends, ça se fait pas. Bon, les gars, si votre virilité elle est si fragile que ça. Va falloir faire quelque chose, quoi. Oui, et inversement, cette semaine, j'ai regardé The Orville et comment Kelly parle de son ex et elle dit c'est le genre de mec à qui tu peux faire acheter tes tampons. Mais en fait, elle le dit genre c'est le mec cool à contrario d'un autre mec qui est le mec sexy en fait. C'est super, c'est hyper gênant quoi, parce que finalement. Elle dit c'est bien, mais en même temps, c'est pas sexy, quoi. En même temps, les règles en elles-mêmes, c'est pas très sexy. Oui, mais oui, je vois ce que je veux dire. C'est la bonne poire, mais du coup, ça met un coup à sa virilité. Voilà. Bon, c'est pareil, quoi. J'ai envie de dire, c'est un paquet de serviettes, un paquet de tampons. Enfin, je veux dire, si t'es vraiment embarrassé, tu mets ça entre 2 paquets de gâteaux et puis ça passe, quoi. Et pourquoi aller dans l'embarras ? En fait, ça date. Ma mère était orthophoniste, elle a pris sa retraite, vous inquiétez pas, et elle a toujours été assez, assez en avant, même sur la détection de certaines maladies, comme je ne sais pas si on doit appeler ça des cancers au niveau des lèvres. Tu sais, il y a une espèce de détection de maladies qu'on fait au niveau de l'utérus, du vagin et autres. Et très souvent, elle me racontait que quand elle essayait de taper la discute d'informer les parents des tests à faire pour éviter ces cancers et autres, les parents étaient outrés, disaient « Ah non, surtout pas, elle est trop jeune, il faut pas, c'est pas encore l'âge ». En fait, c'est à quel âge ? Moi, c'est toujours ça qui m'a fasciné. Moi, tout gamin, je ne sais pas si vous, mais moi, j'étais devant Il était une fois la vie de tout gamin. Donc, la sexualité, la reproduction et autres, j'ai appris ça. J'ai quasiment jamais eu besoin de poser des questions à mes parents parce que j'apprenais à travers cette série. Le chat ? Le chat. Non, mais on entend toujours des gens, des femmes, des jeunes filles qui n'ont pas été mises au courant qu'elles allaient avoir leurs règles par leurs parents. Ça arrive chaque année. Enfin, moi, j'ai une prof de bio qui m'avait dit qu'elle avait reçu une fille en panique. Au secours, je vais mourir, j'arrête pas de saigner. Des témoignages comme ça, t'en as tout le temps. C'est permanent. On est au 21e siècle.
Ah oui, c'est Tu dis, autant, tu vois, quand tu disais, c'est dans des récits, tu vois, des romans historiques, des trucs comme ça, où finalement, tu as ce passage, oui, de la fille qui a été élevée dans une famille ultra puritaine, tu penses, le fin fond des États-Unis, quand on dit ça, qui, justement, c'est presque un cliché, en fait, pense qu'elle va mourir parce qu'elle a saigné non-stop pendant des jours, et puis, bah, vu d'où elle saigne, elle n'ose pas en parler. Tu dis, bah, ok, ça, dans les années 50, dans les années 1800, enfin voilà, c'est acceptable. Au 21e siècle, tu dis, les gars, faut peut-être un petit peu, comment dire, élargir votre horizon et arrêter de faire de choses normales un tabou. Mais quelque part, on a envie de dire, si on regarde le traitement qui est fait par la société, je parle notamment en termes de pop culture, dans les séries, dans les films, etc., tout l'aspect féminin est toujours finalement laissé dans l'ombre. Comme tu disais, les seuls moments où on va parler des règles, c'est quand on va parler de grossesse. Donc on ramène finalement la femme à son statut je vais pas dire de déesse de la fertilité, mais de reproductrice, justement, c'était le mot que je cherchais. Voilà, comme si le corps féminin n'avait que cette fonction-là. La puberté féminine n'est là que pour développer les seins, pour marquer le passage entre l'enfant et la femme, et dire, voilà, maintenant t'es prête à procréer. Alors que finalement, les gars, quand on voit les films avec ces histoires un petit peu d'adolescence, de coming of age, on va parler de l'attirance pour les filles, on va parler d'érection, on va parler de masturbation, on va être beaucoup plus frontal sur la sexualité, voilà, on va parler la voix qui mue, éventuellement les premiers poils faciaux, les poils sur le torse, le petit poil qui dépasse, c'est super fier. Voilà, alors que chez les filles, on va un peu glorifier, ça va être prétexte à énormément de gags, voilà, des érections incontrôlables, etc. Mais on va rester sur le ton de l'humour et on va quand même avoir quelque chose d'assez positif, alors que finalement chez les filles tout est caché, tout est intériorisé, il faut pas montrer que le corps change. Alors il y a ce côté très pudique. Je pense qu'il y a aussi un pendant des adultes sur le corps des filles, dans le sens où on sait très bien que la société elle est pas safe pour les filles. Elle l'est pas pour les femmes, elle l'est encore moins pour les filles, et que quelque part il y a une part de négation que son enfant devienne femme, parce que on sait que cette bascule-là, ce passage-là, va s'accompagner des premiers cas de harcèlement dans la rue, de la possibilité de choses bien pires qui peuvent arriver sur des enfants beaucoup plus jeunes, on se voile pas la face, mais quand on parle avec des filles, des jeunes filles, des femmes, de leur vécu vis-à-vis justement de cette sexualisation, cette hypersexualisation, elles disent le point tournant ça a été le jour où j'ai développé des seins, quoi, ou alors que ça attire le regard des garçons de leur âge. J'ai envie de dire c'est normal, mais quand ça attire le regard d'hommes plus âgés, ça commence à devenir problématique. Et je comprends qu'effectivement, en tant que parent, là, je me projette sur ma fille, donc on n'est pas là du tout, mais je me dis, en tant que parent, t'as peut-être envie, en fait, de nier tout ce qui se passe pour garder l'innocence le plus longtemps possible. Mais ça excuse pas le fait que dans la pop culture, on n'ait pas quelque chose qui aborde de manière plus frontale. Il va falloir attendre d'avoir des adultes. Finalement, c'est avec des séries comme Sex and the City que je vais pas dire que j'ai fait mon éducation sexuelle avec Sex and the City, mais de pouvoir en parler plus ouvertement, de voir des femmes qui en parlent ouvertement, qui assument ouvertement collectionner les conquêtes, les coups d'un soir, qui assument se masturber, etc. Jusque-là, j'avais pas vu. Mais par contre, c'était pas des ados, c'était des femmes déjà. Oui, je pensais aussi à la série Girls, qui est un petit peu qui est sur le même ton que Sex and the City, mais encore un peu plus trash, parce que sûrement parce que c'est plus récent.
Et c'est la première série où t'entends une fille dire je vais pisser après un rapport pour éviter une infection urinaire. Franchement, moi, je l'ai jamais vu nulle part dans aucune série. Et pourtant, c'est une réalité. Dans les séries, dans les livres, etc. Je me souviens, une fois, j'ai lu ça dans une fanfiction, je me suis dit, oh putain, enfin quelqu'un qui le dit, quoi. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai appris, sur le tard, quoi. J'étais sexuellement active depuis un moment quand j'ai appris que, en tant que meuf, il valait mieux aller aux toilettes après un rapport, justement, pour éviter les infections urinaires. Et c'est un simple message, mais rien que ça, le faire passer, t'évites combien d'infections urinaires à plein de jeunes filles et plein de femmes, franchement. Oui. Après, on pourrait dévier sur la santé des femmes, qui est le parent pauvre de la santé. Il n'y a qu'à voir avec l'endométriose, etc. Mais c'est pas tout à fait le sujet de ce soir. Donc, je propose qu'on rebraque un petit peu les projecteurs sur ce fameux alerte rouge qu'on a tous les trois beaucoup aimé. Alors, on a parlé pas mal d'RL. Il y a aussi l'aspect fan, en fait, puisqu'elles sont fans des Fortune. Elles veulent absolument aller au concert. Donc, nous, en tant que fans de Star Wars, ça nous parle aussi. On a notre petite fanitude, même si c'est pas la même que les boys bands. Enfin, je sais pas, t'as eu une période de boys band? Non, mais moi, en fait, j'ai découvert Star Wars, j'avais 11 ans, au moment où toutes mes copines, elles étaient à fond. Alors, il y a eu la période Titanic avec Leonardo DiCaprio, mais il y a eu aussi toute l'explosion des boys bands, c'est To Be Free, G-Squad, machin, tout ça. Donc, mes potes, elles avaient dans leur chambre, tu sais, c'était tapissé d'images sorties de magazines, style Star Club et tout, tu sais, les photos en A4, etc. C'était tapissé partout dans leur chambre. Et tu rentrais dans la mienne, alors c'était tapissé pareil, de page A4 comme ça, tiré du Lucasfilm Magazine. Normal. Plein de petits Dark Vador et Anakin partout. Non, moi j'avais un crush sur Luke Skywalker à l'époque. Donc chacun son style, tu vois. Moi c'était Luke Skywalker, d'autres c'était Jack dans Titanic. Bon, écoute, chacun son délire. Hein. Mais voilà, là, pareil, ce côté hyper... d'être amoureuse finalement d'une célébrité, ça, j'ai envie de dire, quelle nana n'est jamais passée par là. Et quand tu lis les critiques, c'est toujours les gens, tu sais, comme un balai dans le derrière, enfoncé jusqu'à la nuque, qui te disent, les filles, putain, à 13 ans, c'est cringe. Bah ouais, en fait, à 13 ans, une fille, c'est cringe. Enfin, je suis désolée, mais on a toutes eu cette période avec... t'as beaucoup de nanas qui sont élevées contre ces critiques-là en disant « Mais moi, à 13 ans, j'écrivais des fanfictions, je sais pas, Univers, Seigneur des Anneaux, et puis dedans, Aragorn, il était fou amoureux de moi et tout. » Et la gosse, elle a 13 ans, Aragorn, il en a 90. Bon, voilà, c'est pas grave. Mais en plus, c'est pas cringe dans le film, faut arrêter. Non, en plus dans le film ça l'est pas. Il y a ce côté un peu over the top de. Oui, de voilà, c'est Mais bon, en tant que fan, on l'a tous. Oui. Puis a priori, le groupe, pour moi, le groupe, il est à peine plus âgé que les fans. Donc c'est aussi des ados. Pour moi, c'est des ados de 15-16 ans. Les filles, elles en ont 13. Oui, c'est pas. C'est comme le mec de la supérette, qui est à peine plus âgé qu'elle. Mais c'est vrai que quand t'as 13 ans, tu vois un mec qui en a 17, c'est comme s'il en avait 25, quoi. Tu vois, c'est le gars, c'est un homme, quoi. Tu vois. Mais mais c'est vrai que nous, à notre époque, les boys bands étaient quand même beaucoup plus âgés que nous. Ils avaient tous 20-25 ans, c'était déjà des adultes. 30. Oui, 30, je sais plus, j'ai oublié. Ils étaient vieux, quoi, pour des nanas de 12-13 ans, ils étaient vieux. Encore qu'à mon avis, tu vois, on a l'impression qu'ils étaient super vieux, mais ils étaient pas si vieux que ça, je pense. Ils avaient genre 20 ans, je pense. Encore. Et ceci,
Après, il y a toute la période de Tokyo Hotel et tout. Ils étaient pas bien vieux, ces mecs-là. Non, mais on était plus vieilles. Nous, on était... Moi, j'étais déjà largement trop vieille pour m'intéresser à ça. C'était plus réellement des boys bands. Non, c'était déjà la suite. Mais là, le groupe, c'est à la limite entre le boys band et la K-pop. Hein. Oui, tout à fait. Ça m'a fait penser un peu à BTS dans la gestuelle, dans la mise en scène. Enfin, là, les espèces de cages, là, je sais pas quoi. Là, c'était un peu le show à la Madonna, tu sais, les super effets spéciaux et tout. Après, tu comprends que les nanas, elles ont envie d'aller voir ça, quoi. Franchement, des shows comme ça, même si t'aimes pas la musique, t'en prends plein les yeux. Et puis, voilà. Pas que mais c'est surtout, encore une fois, c'est pas que les nanas, parce que le petit boulet, là, dans leur camarade, il est aussi fan du groupe, il en trouve et il pète un câble. Il pète le même câble que les filles. Donc, c'est ça, il cachait bien son jeu, celui-là. Mais comme quoi, en fait, c'est intéressant justement d'avoir mis ce personnage masculin à ce moment-là, c'est de dire, voilà, il s'est un peu foutu de leur tronche, etc. Il joue les cadors, machin. Et puis, au final, il aime la même soupe, entre guillemets, que les filles, quoi. Sauf que lui, il n'ose pas l'assumer. Et c'est assez intéressant de te dire, mais pourquoi il l'assumerait pas, en fait? Pourquoi il y aurait des choses, des groupes musicaux, etc., qui seraient uniquement pour les filles et que les mecs pourraient pas les assumer? Donc, je sens sur la fin du film, un espèce, alors pas un retournement de situation, mais de questionner encore plus comment les représentations, parce que finalement, c'est vrai que c'est très, comme tu disais, Céline, c'est très féminin, autant dans le cast, on va dire, de création que à l'écran. Mais justement, là, on commence à intégrer des personnages masculins en disant, est-ce qu'on peut pas comment retourner tous ces stéréotypes, pas seulement de manière à profiter aux filles, mais aussi à profiter aux garçons, qui puissent aimer les mêmes choses, qu'un garçon puisse aimer les cœurs, les paillettes, le rose, etc. Alors, je sais pas si le message n'est pas brouillé, en fait, du fait que, que ça paraît étrange qu'ils les aiment. Est-ce que, dans la tête des enfants, ça reste pas imprimé que c'est plutôt un truc de fille? Tu vois? Non, ce que je veux dire, c'est que ça peut ouvrir. Pas que ça a ouvert la parenthèse, mais que ça peut l'ouvrir, que ça peut faire un début de dialogue avec les enfants, notamment montrer, tu vois, le garçon, là, il va au concert de trucs de filles. Je suis pas sûr, parce que moi, je l'ai pris vraiment, les filles se rendent compte qu'il est fan du groupe au stade où il est, et puis ça dure une demi-seconde. Si t'es là, toi, oui, j'aime ce groupe-là. Ah bon, allez, viens avec nous. On revoit à plusieurs moments quand même dans cette espèce de bataille finale. Il est présent comme le malaise de dire tiens, c'est bizarre que tu sois là. Mais oui, mais ce malaise ne dure qu'une seconde à peine. Il intègre le groupe des filles et ils font la fiesta tous ensemble sans se poser de questions. Donc le côté un peu gênant, un peu pas normal, pour moi, non, il dure une demi-seconde et puis après, ils vont faire la fête. C'est un chat qu'on entend ? Ouais. Il y a un côté qu'on n'a pas parlé non plus, c'est le fait qu'elle utilise son panda pour pouvoir se faire de l'argent en douce. Donc ça aussi, c'est assez effrayant parce que finalement, c'est aussi une manière de s'émanciper d'un point de vue pécuniaire. Hein, finalement, elle trouve ses propres combines avec ses amis pour... finalement, vous voulez pas payer, moi je trouverais un moyen de réunir les fonds. Je pense qu'il y a aussi un autre message sur l'utilisation du panda, parce que sa mère et ses parents lui expliquent que la transformation est problématique parce que elle va plus pouvoir revenir à la normale, machin. Quand t'es en panda, t'es violent, machin. Et puis, en fait, quand elle est en panda, elle se rend
elle-même se rend compte que les gens l'adorent. Les gens adorent un gros panda roux de 2,50 m et ne veulent faire que des câlins. Et que elle, ça l'éclate, ça l'amuse, ça amuse tout le monde. Donc il y a aussi cette différence, cette interaction. Ses parents lui ont dit attention, fais gaffe avec ce panda, et elle voit que tout le monde adore le panda en fait. Donc il y a aussi je pense ce thème, cette différence de point de vue, les interdictions des parents, et puis l'absolution entre guillemets des amis, qui joue aussi beaucoup là-dedans. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait des parents, tu vois, qui vont dire aux filles clairement, fais attention. Quelque part, c'est fais attention à comment tu t'habilles. Alors que justement, quand ton corps change, etc., t'as envie un peu de tester les limites, voir un peu ce que tu peux. T'as envie de tester les vêtements de femme. Clairement, ça va passer par de la lingerie qui soit pas Hello Kitty, des choses comme ça, où tu vois, les parents vont dire ah non, mais tu vas pas sortir. On voit ton string qui dépasse du pantalon, tu vas pas sortir comme ça. Alors que bon, voilà, le string qui dépasse du pantalon, ça fait femme. Hein. Voilà, on se remet encore dans le contexte ado, on teste, etc. Donc on est cacher le panda, en fait, ça c'est quelque part une allégorie de cacher cette féminité naissante aussi. Et puis, comme tu disais, ça traduit aussi l'émancipation de Mei Lin par rapport à ses parents. Quelque part, c'est mon corps, je fais ce que je veux, je l'apprivoise comme je veux, si j'ai envie de m'en servir comme ça, je m'en sers comme ça, etc. Elle teste. Mei Lin, elle se cherche, elle essaie de comprendre comment tout ça fonctionne, et puis d'en tirer le meilleur parti. On veut dire, quitte à avoir un panda roux, autant s'en servir, quoi. Enfin, je sais pas, c'est... Donc c'est aussi un super message, je trouve, qu'elle donne, de dire voilà, vous êtes aimez-vous tel que vous êtes, quelque part. Je suis un panda et j'assume le panda. Et ça rejoint aussi le thème qu'on avait traité donc, sur la chute des Jedi, de l'acceptation de ses émotions finalement. Mei Lin, elle arrive à contrôler son panda parce qu'elle arrive à accepter ses sentiments, accepter ses émotions, et c'est comme ça qu'elle les contrôle au lieu de les enfouir comme sa mère fait, et que finalement à la fin ça finit par éclater. Elle les contrôle à la place, et finalement elle obtient un meilleur sa grand-mère aussi, toutes les tantes qui ont été toutes éduquées de la même manière, toutes réservées, toutes le panda c'est dangereux, et Mei Lin est la première à dire mais non en fait. Pas de regarder, moi, pas du tout, j'y arrive. Oui, elle renverse la vapeur, elle renverse les clichés familiaux, le carcan familial aussi. C'est aussi pour ça, et c'est aussi, il y a ce message-là, c'est pour ça que le panda roux de la maman est super agressif, et bien plus grand que tous les autres. C'est aussi tous les sentiments refoulés qu'elle a, toute l'éducation qu'elle s'est prise de sa propre mère, qui explose au grand jour. C'est aussi la différence entre sa mère et Mei Lin, quoi. C'est des années de répression qui explosent d'un coup. Moi, je voudrais revenir sur un truc par rapport à cette différence de traitement qu'on voit dans Turning Red par rapport au traitement de la puberté, de la sexualité des ados, et celle qu'on peut voir dans les films, jusque-là très très tournés sur les garçons. C'est ce côté extrêmement bienveillant, je trouve, dans Turning Red. C'est-à-dire qu'on va accompagner, alors Mei Lin, elle va faire ses petits fanarts où elle embrasse le mec de la supérette du coin, mais ça reste
chaste, j'ai envie de dire, ça reste soft, bon, elle l'observe, mais on n'est pas dans une situation où il pourrait, lui, en être humilié. Mis à part quand, effectivement, la mère de Méline débarque et dit « Vous avez pas honte, vous avez 30 ans, qu'est-ce que vous faites avec ma fille ?» Et il se retrouve dessiné en homme sirène. Voilà. Alors que quand on regarde bien dans les films, les scènes en tout cas de coming of age qu'on peut voir au cinéma, à la télévision, etc., le côté les garçons observent les filles, c'est très souvent dans une situation qui pourrait être très délicate pour la fille en question, très humiliante, puisque c'est souvent cette espèce de cliché on surprend une femme ou une fille en train de se déshabiller, donc à un moment où elle est extrêmement vulnérable, où elle est à moitié à poil, voire complètement à poil, et c'est un cliché véhiculé, c'est normal, je veux dire, c'est boys will be boys, les garçons font ça, etc. Et récemment, je ne sais pas si Céline, tu as eu le temps de regarder la vidéo que je t'avais envoyée là, de Pop Culture Detective, qui a fait une excellente vidéo justement sur ces quelque part pervers pépères, ces voyeurs, les peeping Tom, comme ils les appellent en anglais, et de montrer un petit peu, voilà, en fait, on est tellement habitué à ce male gaze qu'on fait presque plus attention et que finalement, ce genre de scène est tellement banal qu'on l'a intégré. Ça va de, par exemple, Retour vers le futur. Alors même si Marty il se rend compte, mais mon père est un voyeur. Oui, il s'insurge quand même. Voilà, il s'insurge quand même. N'empêche que tu vois le plan avec Lorraine en soutien-gorge. Alors qu'on aurait pu faire le choix d'avoir juste Zorge dans son arbre avec ses lunettes. On devine bien ce qu'il est en train de faire, planqué dans un arbre avec ses grosses jumelles. Mais voilà, là, on n'a pas dans Turning Red ce genre de situation qui pourrait être humiliante pour le garçon. Et on voit vraiment cette différence de traitement qui est plutôt appréciable plutôt que de mettre tout de suite les gens dans une position où ils vont être très, très mal à l'aise. Et de dire, voilà, en fait, c'est normal, ils font tous comme ça. Non, en fait, c'est pas normal. C'est pas un rite de passage, contrairement à ce que on voudrait nous faire croire. Donc je vous invite vraiment, on mettra le lien dans la description, à voir cette vidéo de Pop Culture Detective qui est vraiment comme ça. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur Alerte Rouge On a pas mal parlé des émotions, il y a les relations aussi avec les parents. Alors c'est vrai que la relation de Méline avec sa mère, elle est vraiment au premier plan. On sent le père qui est quand même assez en retrait. Et puis finalement, sur la fin du film, on voit quand même qu'il prend beaucoup plus d'importance, on sent le soutien derrière à sa fille, le respect qu'il a pour sa fille, et on se rend compte que finalement s'il était en retrait, c'est pas parce qu'il est complètement désintéressé de ce qui se passe, c'est parce que il sait peut-être pas forcément comment aborder les choses avec sa petite fille qui devient une femme. C'est pas un rôle forcément facile pour un papa de voir son enfant grandir, d'autant plus je pense quand c'est une fille. Oui, c'est vrai qu'il y a ça, et puis il y a aussi, moi il m'a donné aussi l'impression d'être un père un peu bouffé par la mère, quoi. La mère prend toute la place, et lui, à part faire la cuisine, il a pas toute la place, donc c'est au fur et à mesure où, au départ, il est complètement largué, il ne sait pas quoi faire. Quand la mère va chercher la bouillotte et l'ibuprofène, lui, il va se planquer au fond du jardin et sous la table. Mais plus ça avance, et plus il prend, il prend le pas, il s'exprime, il montre, et puis il explique à Méline que, oui, il est au courant, que sa mère, il y avait ça, que la mère a eu les mêmes trucs, et qu'en plus il était la cause de l'engueulade de la grand-mère avec la mère. Donc aussi le coup classique dans les relations familiales. Mais justement le truc aussi, c'est pas super papa non plus.
c'est pas super maman, c'est pas super papa. C'est des êtres humains normaux qui doivent essayer de gérer les problèmes au jour le jour quand ils arrivent. Non sans humour et non sans y arriver aussi. Et c'est ça, moi, que j'aime tout dans ce film. C'est ultra attendrissant, au final, leur relation. Parce que tous ces événements, qu'on voit, ils sont plus heureux après l'épisode du panda parce qu'ils se sont dit leur cas de vérité. Ils ont tous progressé. Et ça, c'est cool. J'ai beaucoup aimé la scène où elle se confie à son père finalement, presque à la fin là. Je trouve qu'elle est vraiment très attendrissante cette scène. Oui, chose qu'elle n'arrive pas à parler à sa mère, parce que tu vois qu'en fait, elle a surtout envie de lui coller un pain dans les gencives. Non. Mais quand elle arrive au final à parler à son père, et c'est là où la relation avec ses parents commence enfin à s'épaiser, quoi. Les relations, globalement, dans ce film sont très intéressantes et sont très humaines. Que ce soit Méline avec ses parents ou Méline avec ses super copines, qui ont toutes des traits de caractère assez précis, presque caricaturaux, hein, quelque part. C'est le nombre de copines, c'est des caricatures, mais là, elles sont bien faites. T'as la normale, la bonne copine normale, t'as l'intello, t'as la petite grosse super joyeuse et aussi super agressive qui rentre dans l'art. C'est le groupe même est tout plein de stéréotypes et de caricatures, mais c'est super bien fait. Parce qu'elles se complètent tous, parce que Méline est la petite fille modèle, la petite fille parfaite, et chacune en fait va bâtir son truc autour, quoi. Ce qui est bien, c'est que oui, du coup, ça fait un groupe hyper hétérogène et pour montrer aussi que on peut être très différents les uns des autres et être très proches. Un petit easter egg, je sais pas si vous l'aviez vu, mais Priya, à un moment donné, elle lit un bouquin qui s'appelle Nightfall et qui est en fait une parodie de Twilight. Et si vous regardez bien, en fait, la couverture, donc Nightfall est écrit avec la même écriture que Twilight, enfin la même police, et reprend en fait les codes de l'affiche du premier ou du deuxième film, je me souviens plus. Mais voilà, elle cache bien son jeu, elle est dans son coin, elle fait très sage, voilà, parce que j'imagine qu'elle est d'origine indienne et qu'elle a elle aussi le même type de carcan qui pèse sur elle que Méline avec ses origines chinoises. Et du coup, voilà, discrètement, tu te rends compte qu'en fait, elle est gothique dans l'âme. Voilà, ça m'a beaucoup fait rire. C'est elle qui, à la fin du film, sort avec une gothique. C'est vrai. Ouais, c'est assez drôle. Enfin voilà, il y a plein de petites pépites dans ce film. Il n'y a pas de... Voilà, on garde la dynamique finalement des derniers Disney, où il y a des derniers Pixar, où il n'y a pas vraiment de méchants finalement. On est dans quelque chose plutôt de l'ordre des relations humaines. Alors c'est fini le temps, voilà, les gentils contre un super vilain, etc. Et c'est assez intéressant de pouvoir développer justement toute cette réflexion sur les émotions, etc. Ça avait déjà commencé avec des films comme Vice versa. Ah, il est tellement beau aussi. On est à fond dans les émotions. C'est magnifique ce film. Soul aussi, le film Soul aussi est dans ça. Ah, j'ai pas encore vu. Oh, t'as loupé quelque chose. T'as loupé quelque chose. Il est magnifique. Et en plus, il est sur Disney+. Oui, mais pas... Mais c'est vrai, vice versa, Soul, Turning Red. Tu peux mettre Lucas aussi. Hein, Lucas, oui, j'ai failli. Côté émancipation. Émancipation, mais même dans les c'est l'impression d'être des Pixar où ils sont passés dans un mode on va expliquer la vie, on va expliquer les relations, les émotions, et finalement il y a tellement de gens qui ont justement du mal à parler aux enfants, à expliquer aux enfants,
je pense que ces films-là peuvent être d'une grande aide, en fait, sur les différentes relations, sur les petits manuels des relations entre les gens, à travers les âges, dans leur famille, avec les amis. Hein. Et je sais qu'on a quelques amis et quelques connaissances qui n'aimaient pas ça, qui en ont déjà marre de ces films où il n'y a pas de méchants, où c'est... Ah bon? Ouais. J'ai vu ces réflexions-là de gens qui... Alors, peut-être pas sur Turning Red, mais sur... par exemple, Encanto aussi, j'ai eu ça, où c'est chiant, il n'y a pas de méchants, ouais, il y a plein de musique, c'est beau, mais voilà, c'est chiant, il ne se passe pas grand-chose, machin. Bah non, pourquoi est-ce qu'un film, même que ce soit un Pixar ou un Disney, on aurait toujours besoin que ce soit le combat du bien contre le mal, avec le bien qui gagne à la fin, machin. Des films où tu peux te poser sur ton canapé avec la famille, les amis, les enfants, prendre plaisir à voir les aventures ou la vie de gens d'autres cultures, d'autres mœurs, mais qui t'expliquent, mais qui te touchent toi en plein cœur. Moi, je trouve que c'est pas mal quand même. C'est peut-être à ça que ça sert le cinéma aussi. Oui, parce qu'on est toujours dans cette espèce de clivage de bien contre le mal, etc. Mais c'est vrai que, comme tu le disais, c'est aussi important de s'attacher aux relations humaines, aux émotions, etc. Enfin, je veux dire, vice versa, il est absolument génial justement pour expliquer les émotions à un enfant. Ça parle aussi aux adultes aussi. Hein, je veux dire, la colère, la joie, la tristesse, on voit tout de suite, on se rend compte, on peut nommer, etc. Et puis moi, je te rejoins. Hein, Sylvain, sur le côté, ça fait du bien aussi d'avoir des films un peu, alors je vais pas dire plan-plan parce que c'est pas plan-plan, on se fait pas chier non plus, mais un truc qui soit pas, tu sais, hyper exaltant ou oh, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer avec des retournements de situation de dingue et puis t'es accroché en permanence à ton canapé. Non, ça fait du bien aussi d'avoir des choses un peu plus tranquilles et puis qui te montrent alors, la vraie vie, entre guillemets, parce qu'évidemment, on n'a pas des petits bonhommes dans la tête. Parle pour toi. Voilà, qui gèrent les émotions. Chut, il fallait pas le dire. Voilà, transforme pas en panda rouge géant. J'aimerais bien, mais non, en fait. Moi, je me transforme en beuglante. C'est mon super pouvoir. C'est un peu limité hein, quand même. Mais voilà, c'est vrai que moi j'aime beaucoup cette ambiance un peu bienveillante. Feel good, exactement. Enfin, je veux dire, ça fait du bien. Ça n'empêche pas à côté d'aller regarder des films. Massacre à la tronçonneuse, Evil Dead. Non, j'étais encore sur des trucs que tu peux montrer aux enfants, tu vois. Eh ben. Bah non, en fait. Non, mais tu vois, des trucs comme La Reine des Neiges. Même Disney a quand même pris un tournant. On n'a pas forcément un grand méchant. T'as qu'à regarder la Reine des Neiges 2. Il n'y a pas un antagoniste particulier. La Reine des Neiges 2, Raya. Vaiana, Cars aussi, Cars 3, hein, t'as un type que t'as envie de casser les pneus parce qu'il est con et il est hyper arrogant, mais en soi c'est pas un antagoniste. Mais même le premier. Hein. Même le premier, dans le deuxième. C'est lui-même son ennemi hein, dans le premier. Mais dans Cars 2 et 3, 1 et 2, 1 et 3 plutôt. Parce que le 2 est vraiment en dessous de ça. Comme tu dis, Céline, le principal ennemi de Flash, c'est Flash. Dans le premier, parce qu'il est ultra arrogant et qu'il doit apprendre à ne plus l'être à faire autre chose. Et dans le 3, parce que il a pris, et là ça parle à beaucoup d'adultes, il a pris de l'âge, il est plus aussi au top de sa forme. Et que il est mis en concurrence avec des petits jeunes qui ont les dents qui raillent le parquet et que ça sert à rien de vouloir absolument quand t'es vieux et quand t'as de l'expérience de vouloir singer, de vouloir rebattre les petits jeunes sur
sur les points forts des petits jeunes. Il faut utiliser ta propre expérience, tes propres points forts, et pas essayer de singer les petits jeunes. Amen. Non, ouais, clairement. Mais je trouve que voilà, c'est ce qui différencie pas mal les dessins animés de la génération finalement là de nos enfants par rapport à ceux qu'on a pu voir, qu'on a aimé. On continue à les montrer quand même aux enfants et qu'on aime toujours. Mais c'est vrai que ce côté plus introspectif est assez intéressant. Moi, je dirais des dessins animés éducatifs finalement qu'on a de plus en plus. Mais le truc, c'est que les personnes qui réalisent ces dessins animés, c'est des gens qui ont notre âge maintenant, qui sont parents et qui ont vécu ce qu'on a vécu et qui mettent leur talent au service en fait des plus jeunes générations, des plus jeunes parents, peut-être dans le but de ne pas reproduire ou ne pas faire reproduire ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont mal vécu aux plus jeunes, quoi. C'est aussi tout la tendance de l'éducation bienveillante. Donc, c'est pareil, comme il n'y a pas de méchants, on montre plus de bienveillance. Et même j'ai envie de dire, la mère de Mayline qui pose des problèmes à Mayline, c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions en fait. Elle n'a que des bonnes intentions envers sa fille. Sauf qu'elle s'y prend mal. Elle s'y prend mal et finalement elle apprend avec sa fille, mais elle veut bien faire et finalement ça se passe bien parce que même si au début elle s'y prend mal, elle apprend pour s'améliorer. Mais c'est exactement, c'est un peu comme dans Encanto en fait. Il n'y a pas de méchant, mais dès les 3 premières minutes, tu comprends ce qui pose problème. Et tout le film va être l'acceptation par le problème en question que c'est elle le problème. Et que si elle n'est pas contente, c'est direction de l'IPAD. Mais non, je ne vais pas spoiler. Si c'est dans les 3 premières minutes, ça va. On coupera au montage. Oh, bah tiens, Sylvain a disparu. Oh, c'est dommage. Il y avait Sylvain ce jour-là. Pareil, je sais pas. C'est qui Sylvain? Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, on a pris beaucoup de plaisir à regarder Alerte Rouge. En tant que fille, moi, j'ai vraiment kiffé ce côté point de vue de la puberté chez les filles, sans être dans le côté mélodramatique ou le côté voyeur ou le côté embarrassant. Voilà, on montre cash, etc. Donc, un gros... big up pour avoir montré des serviettes hygiéniques, ce qui permet à beaucoup d'avoir amorcé une conversation très 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 importante avec leurs enfants, que ce soit des garçons ou des filles. Et puis simplement parce qu'on a passé un très très bon moment, c'est pétillant, c'est plein d'humour, c'est vraiment très chouette, visuellement, il y a une foultitude de détails, enfin, c'est un Pixar, j'ai envie de dire, donc il n'y a pas un Pixar que j'ai pas aimé. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors peut-être pas les yeux fermés parce que c'est un film, donc regarder un film les yeux fermés, c'est pas terrible en fait. Voilà, on perd un peu quand même. Il n'y a pas l'audio description, tout ça, mais en tout cas oui, vous pouvez nous faire confiance et y aller, le regarder avec des jeunes enfants. Il n'y a pas de problème, ça choque pas. Pour ceux qui ont des jeunes enfants et qui s'inquiéteraient un petit peu du côté, on parle des règles. Il faut savoir que en fait, le mot règle n'est pas prononcé. On parle de la petite pivoine rouge qui a fleuri. Et que, en gros, un gamin qui ne sait pas ce que c'est des règles et qui n'a pas vu un paquet de serviettes hygiéniques se demandera simplement c'est quoi qu'elle a dans les mains, la maman. Et on n'est pas forcément obligé de répondre si on pense que l'enfant est trop jeune
pour en parler. Voilà. Après, le choix est libre, chacun fait comme il le veut. Mais voilà, que ça soit pas clivant, parce qu'aux États-Unis, ça a été vachement clivant là-dessus, genre, ah mon Dieu, c'est un film qui parle des règles. Non, c'est mentionné en passant, et voilà, le film ne parle pas que de ça. C'est 1 minute dans le film. Voilà. Et ben, je pense que Sylvain, on n'a plus qu'à te remercier d'être passé ce soir avec nous. Merci beaucoup. Voilà, c'est notre première émission tous les 3 ensemble, donc c'est plutôt chouette, hein, parce qu'on a tous fait des émissions les uns avec les autres, mais pas les 3 ensemble. C'est vrai, oui, voilà. C'est vrai. On rappelle qu'on te retrouve à la rubrique Critique Ciné chez Game Live et régulièrement chez Star Wars en direct. D'ailleurs, on te verra en live à la convention Génération Star Wars et Science-Fiction à QC le 30 avril prochain. Si j'ai envie. Je ne sais pas si tu as envie, tu viens couteau sous la gorge. Hein. C'est lié, non? Tu le ramènes par la peau du derrière s'il le faut. Ah oui, on compte sur toi. Et bon, sur ce, on vous souhaite un bon visionnage d'Alerte Rouge si vous ne l'avez pas encore vu, un bon revisionnage si vous l'avez déjà vu. Et à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Salut à tous.